Le verre a été inventé il y a extrêmement longtemps, il y a peut-être 4-5 000 ans avant Jésus-Christ, mais on n'en a pas vu tout de suite les usages que l'on pouvait en faire. Le verre, au départ, est un matériau coloré, opaque, souvent mat, très très loin de ce qu'on entend aujourd'hui par verre, c'est-à-dire l'idée de transparence et de brillance. Et puis petit à petit, il y a eu d'énormes progrès, il y a eu une vraie révolution à l'époque hellénistique, c'est-à-dire au IVe siècle, IIIe environ avant Jésus-Christ, quand on a été capable de le souffler et de lui ajouter des oxydes divers pour le rendre transparent. Et là, ça a changé. Il s'est démocratisé. C'était un matériau de grand luxe qui servait en gros à faire de fausses pierres précieuses. On en faisait de fausses pierres précieuses, mais des fausses pierres précieuses qui valaient plus cher que des vraies. Par exemple, si vous prenez le masque en or de Toutankhamon, ce n'est pas du lapis-lazuli, c'est du verre bleu qui imite le lapis-lazuli, mais qui valait beaucoup plus cher que le lapis-lazuli. Et puis lorsqu'on a pu donc le souffler et le rendre transparent, on s'est aperçu qu'il y avait des applications. Rome a développé tout ça, mais c'est surtout au Moyen-Âge, avec l'époque du vitrail, que le verre a pris un nouvel essor. C'est-à-dire qu'il y a le côté utilitaire du verre, faire des verres à boire, par exemple, des contenants divers, des urnes funéraires, on faisait des urnes funéraires en verre. Et puis, il y a le côté mystique qui s'est rajouté là-dessus. Le Moyen-Âge a eu une idée extrêmement haute de la pureté du verre. Et on s'étonnait, il y a des textes qui sont extrêmement troublants, du fait que la lumière puisse le traverser sans le briser. Et ça paraissait être une métaphore de la virginité de la Vierge, puisque la Vierge a été pénétrée par le Saint-Esprit tout en restant vierge. Cette métaphore a donné une sorte de survaleur au verre, qui est devenu un matériau mystique, effectivement, dans lequel on disait, par exemple, que si on avait des vitraux historiés, racontant l'histoire des saints, de Jésus, des scènes diverses de la Bible, eh ben, la lumière qui passait à travers ces vitraux était vraiment la lumière de Dieu, n'était pas la lumière vulgaire du dehors, et on rentrait dans un espace sacré. Le verre était capable de créer un espace sacré. Probablement à la même époque, il y a eu des innovations scientifiques, c'est-à-dire qu'une goutte de verre tombée par hasard sur du marbre, disons, fait une chose bombée, et on s'est aperçu, aux surprises, que ça permettait de voir des choses plus grosses. On avait inventé la loupe. De la loupe sont nées les lunettes. Les lunettes pour voir naissent à Venise aux environs du XIe siècle, à peu près. Donc tout ça est dans un contexte général qui est, disons, celui des cathédrales, celui des fabricants de vitraux. Le miroir, à cette époque, commence à apparaître. Il faut voir qu'on n'est pas capable de les faire très grands. Les premiers miroirs sont des miroirs ronds, en général, de la taille, disons, qui pourrait se ranger dans un sac à main. Même s'il n'y avait pas vraiment de sac à main à l'époque, ça s'attachait souvent à la taille. Il y avait un dos magnifiquement historié, soit en ivoire, soit en bronze, soit dans de matériaux relativement précieux. Et aujourd'hui, si on va dans les musées, au Louvre par exemple, on vous montre le dos de ces miroirs qui sont de vrais chefs-d'œuvre artistiques. Mais on n'a plus le miroir, naturellement. Le miroir a disparu. Auparavant, le miroir était fait en métal, en obsidienne, lorsqu'il y avait de l'obsidienne, mais l'obsidienne, c'est quand même, ça faisait des miroirs extrêmement sombres, on ne voyait pas grand-chose. En métal poli, c'était naturellement plus efficace. Ces miroirs, on les trouve à peu près sur toute la planète. On les retrouve dans la Grèce antique, naturellement, mais on les retrouve en Chine, on les retrouve dans l'Antiquité de façon à peu près générale. Et on peut dire que ces miroirs
Au Japon, par exemple, on les retrouve encore au XIXe siècle. C'était une technique simple, beaucoup moins chère que de les faire en verre. On prenait une surface métallique, on la recouvrait d'une substance argentée, quelle qu'elle soit, et puis on polissait. Il fallait polir tous les jours pour que ce soit vraiment utile. Mais à partir du Moyen-Âge, donc, commencent à naître ces petits miroirs en verre, très précieux, réservés à l'aristocratie, à la très haute bourgeoisie. Et puis, ils grandissent un petit peu, et on arrive à la Renaissance, à ce qu'on appelle aujourd'hui des miroirs de sorcières, c'est-à-dire des miroirs bombés, qui sont probablement les objets les plus luxueux qu'on puisse avoir dans une maison. Si vous prenez le fameux tableau de Van Eyck, Les époux Arnolfini, on en voit un au fond, qui est le centre du tableau, qui a un rôle extrêmement important dans la construction picturale. Et ce miroir est probablement l'objet le plus précieux de la maison de ce riche marchand qui était M. Arnolfini. Ces miroirs bombés étaient fabriqués dans l'est de la France, souvent. Il fallait les envoyer, c'était compliqué, parce que le problème du verre, c'est qu'il y a toujours le transport après, une fois qu'on l'a fabriqué. On en cassait probablement 12 avant d'arriver à en faire un qui soit bien. Et ça a duré comme ça pendant très longtemps. Ce miroir, qui est un objet donc investi lui aussi d'une valeur mystique, parce que c'est l'œil de Dieu, comme il est bombé, il est capable de voir partout. Donc c'est vraiment le regard qui vous suit à peu près dans toutes les directions. Et investi aussi d'une idée de pureté. Un miroir, c'est incroyablement lisse, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Bien avant Lewis Carroll, on est fasciné par cet objet qui est quand même un objet quasi métaphysique, puisqu'il vous montre le monde mieux qu'on le voit d'une certaine façon à l'œil nu. Et ça s'est développé petit à petit, mais toujours comme objet de grand luxe. Et puis quand même, objet relativement imparfait, parce qu'un miroir bombé, c'est très beau, c'est très spectaculaire, mais c'est pas non plus idéal pour se voir. Surtout que ces miroirs étaient quand même, je ne dis pas plein d'imperfections, mais avec un certain nombre d'imperfections. La peinture nous en montre pas mal d'exemples, et également de l'importance qu'ils avaient. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour les peintres, ce miroir est l'emblème de la profession. Il y a un texte formidable d'Alberti où il explique que le vrai patron de la peinture, c'est Narcisse se regardant dans l'eau. C'est comme ça que tout commence. Ça commence par un reflet. Ce miroir, dans les ateliers, est très présent, dans les ateliers des peintres. Mais il faut penser que ce sont en général des miroirs métalliques. Ce sont des miroirs plats, beaucoup plus utiles, parce qu'on peut y décalquer le monde, parce qu'ils servent vraiment comme machine à peindre. Si on veut étudier la perspective, si on veut faire les poutres d'un plafond ou les tomettes d'un sol, c'est beaucoup plus facile de les décalquer dans un miroir ou d'en avoir la géométrie générale que de le faire à l'œil nu. Lorsqu'on peint par exemple Saint-Luc est le patron officiel des peintres, toutes les écoles de peinture se réclament de Saint-Luc, il y a toujours un miroir bombé dans l'atelier de Saint-Luc, même si Saint-Luc en fait n'a jamais dû connaître les miroirs bombés qui sont une invention du Moyen-Âge.